que j'ai l'honneur de modérer. Et comme vous le savez, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique est une organisation qui est née ici à Dakar, qui a été officiellement lancée à Dakar en 2017, mais qui a son siège social en France. C'est une initiative d'avocats qui ont eu une réputation dans la défense, dans la lutte contre la corruption, dans la préservation des droits humains, mais surtout dans la défense des avoirs africains qui sont un peu dilapidés à travers le monde. Je veux nommer Henri Tullier, mais aussi je veux nommer M. William Bourdon. Ces deux avocats qui ont participé à beaucoup d'enquêtes sur les biens mal acquis, mais aussi à beaucoup de procès contre des atteintes extrêmement graves aux droits humains, comme le cas du procès. Fadel, on t'entend plus. Ouais. À chaque fois, parce que moi, je touche à rien. C'est bon, là, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Voilà, mon micro s'est désactivé. Enfin, je déplace la souris, comme ça, personne... Voilà. Donc, je disais que ces avocats-là qui sont distingués dans la traque des biens mal acquis se sont rendus compte que pour mieux lutter contre la corruption en Afrique, il fallait protéger une certaine catégorie qui sont un maillon Fadel, on ne t'entend plus non plus. C'est bon, là, je ne sais pas pourquoi qui coupe mon micro. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je ne sais pas qui coupe mon micro. À chaque fois, c'est le modérateur. Il faut que tu laisses mon micro. Fred, c'est toi. Donc, voilà, je disais que donc, dans cette lutte contre la corruption, il y a un élément extrêmement important. Et cet élément-là, c'est le lanceur d'alerte. Parce que c'est celui qui, dans l'exercice de ses fonctions, se rend compte qu'il n'y a qu'une nuisance à l'intérêt général et il décide d'y mettre un terme. À partir de ce moment, ils sont souvent soumis à des représailles énormes. Et souvent, ce sont aussi les maillons faibles parce qu'ils n'ont pas de corporation pour les défendre, il n'y a pas de syndicat pour les défendre. Et surtout, souvent, ils ne sont pas pris en compte simplement dans la chaîne de protection des droits humains de manière générale. Même les étalages juridiques dans nos pays ne prennent pas en compte ces catégories de défenseurs des droits humains. À partir de ce moment, PLAF est né pour leur offrir un cadre d'expression de leur signalement, mais surtout un cadre de protection, en leur apportant assistance, en faisant en sorte que leur signalement ne soit pas simplement rangé aux oubliettes ou tiré comme l'actualité passe et qu'il ne se passe rien. Et ce travail-là aussi, pour PLAF, ça consiste à mettre en mutualisation, en tout cas en connexion entre le travail des lanceurs d'alerte et celui des activistes. Mettre en relation les activistes et les lanceurs d'alerte permet non seulement, une fois qu'un signalement est fait, que les signalements, l'alerte, c'est-à-dire que les informations qui sont révélées puissent être prises en compte par les activistes pour mieux informer l'opinion publique, mais aussi pour mieux protéger les lanceurs d'alerte parce que aussi les activistes sont dans l'espace public pour l'intérêt général. Ils ont en commun ce qu'on appelle l'intérêt général. C'est un des objectifs de ce webinaire, ou en tout cas ce qui a mis sur pied ce webinaire, ou Afriki, qui est la plateforme qui regroupe les mouvements citoyens africains, Novox, qui est un mouvement citoyen, un mouvement citoyen ivoirien en Côte d'Ivoire. Je salue d'ailleurs et je rends hommage à tous nos amis qui font un travail remarquable à travers Yvonne Toba. À travers elle, je rends hommage à tout le monde. Donc, on a décidé de nous mettre ensemble et on a ouvert une série de conférences, une série de discussions sur le lancement d'alerte dans des contextes difficiles. Nous l'avons déjà fait en Guinée, ou dans un contexte de représailles et de confiscation des libertés. Nous l'avons fait aux Comores, presque c'était semblable, dans un contexte aussi de représailles et de confiscation des libertés. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan pour voir dans ce contexte de crise institutionnelle, c'est quoi lancer l'alerte et quels sont les mécanismes les mécanismes de protection de ces lanceurs d'alerte. Et pour le faire, nous aurons dans ce webinaire Henri Tullier, qui est le directeur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte qui est basée en France. Je commencerai par lui donner la parole. Nous aurons aussi Fred Baouma,
qui est, qui est membre de la plateforme Afrique, mais aussi membre de la Lucha, Lutte pour le changement, dont il est un des initiateurs à Goma et à RDC qui ont fait un travail remarquable. Mais aussi aujourd'hui, il est le directeur de groupe de recherche pour le Congo. Et il fait aussi à ce titre-là un travail de recherche extrêmement important. Mais avant d'arriver à Fred Baouma et à Henri Tullier, je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux de commencer par nous faire accueillir par nos intervenants qui sont de la Côte d'Ivoire parce que c'est eux qui connaissent le contexte mieux que nous. Donc, il y a M. Kokou Hervé Delmas qui est le directeur exécutif d'Amnesty International en Côte d'Ivoire, certifié entre autres en droits de l'homme et diplomatie en relations internationales. Il y a aussi M. Sémien Eric, qui est juriste, expert en justice pénale internationale et président de l'Observatoire ivoirien des défenseurs des droits humains. Donc, on va commencer par M. Sémien Eric, si vous le permettez bien, pour qu'un peu qu'il nous explique quel est le contexte aujourd'hui des droits humains, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quel est le travail qui est fait et qui reste à faire, voilà, sous forme de propos introductifs, parce que je sais que si lui doit nous quitter, peut-être qu'il n'aura pas une deuxième fois la parole, mais au moins il commence, il a 10 minutes pour faire son exposé, et ensuite on passera à M. Hervé Kokou Delmas, avant que le directeur de PLAF et Afriki ne parle. Donc, monsieur Sémien Eric, vous avez la parole. Merci pour la parole. Je dois dire que la question que vous posez est une véritable colle, c'est-à-dire présenter l'état de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est un exercice qui n'est pas aisé. Mais pour plus de facilité, je voudrais pouvoir situer le cas des droits de l'homme en Côte d'Ivoire dans le contexte sociopolitique que nous avons connu sur ces 30 dernières années. Voilà, la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire des 30 dernières années a été émaillée, n'est-ce pas, de soubresauts sanglants et meurtriers, d'un passage à la démocratie pas tout à fait réussi. Et donc, il s'en est suivi, je vais dire, une espèce de multiplication, de dérives, n'est-ce pas, sur les libertés publiques et sur les droits de l'homme en général. Et donc, c'est ce contexte-là qui a permis que les luttes soient accentuées. C'est ce contexte qui a permis qu'il y ait beaucoup plus d'organisations, plus d'engagement et plus d'activistes en matière de droits humains. Le fait que ces 30 dernières années aient été émaillées de toutes ces violences a créé une situation que nous n'avons pas plaisir à décrire, qui est celle qu'aujourd'hui, le combat des acteurs politiques est de faire en sorte, n'est-ce pas, de parvenir au pouvoir d'État, de l'exercer et de s'y maintenir au besoin. Ainsi donc, les régimes passent, mais les pratiques demeurent. Voilà. Et en disant cela, nous ne nous adressons pas à un régime particulier, nous nous adressons à l'ensemble des régimes qui se sont succédés en Côte d'Ivoire. Du coup, il y a matière à agir pour les défenseurs des droits de l'homme, pour les activistes de la démocratie et surtout pour les lanceurs d'alerte. Alors, on a constaté sur ces 30 dernières années également des restrictions aux libertés publiques, des restrictions aux libertés d'association, de manifestation et également des actes d'emprisonnement de tous ceux qui portaient, n'est-ce pas, des opinions contraires. Aujourd'hui, 10 ans après la crise que nous avons connue, il est clair que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie des sentiers battus, n'est-ce pas, des violences politiques et électorales. Vous l'avez constaté, à chaque fois qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, on retient notre souffle parce que le gros du problème n'est pas réglé. C'est-à-dire que les Ivoiriens s'asseyent pour parler ensemble des problèmes qui minent la société. Ça, c'est rarement que nous l'avons vu. On assiste plutôt à des joutes épiques qui prennent souvent des allures personnelles entre leaders politiques. On assiste à des règlements de compte et, hélas, on mêle, n'est-ce pas, la chose publique et l'état de droit à des choses qui en réalité relèvent de l'ordre du privé. Donc, on assiste un peu à une espèce de privatisation de la chose publique en Côte d'Ivoire, donc de privatisation des libertés publiques et de privatisation des droits de l'homme. Nous sommes constants dans nos rapports. Nous dénonçons, nous mettons à contribution les organes de traité, nous mettons à contribution les mécanismes des droits de l'homme au niveau national, au niveau international, mais il faut dire qu'également, eux aussi connaissent leurs limites.
Voilà, ils connaissent leurs limites, ce qui veut dire que nous finissons par avoir conscience finalement que le combat et la lutte ne pourront être menés que par nous et par nous seuls au niveau interne dans nos pays. Raison pour laquelle aujourd'hui, je dirais que la plateforme que vous avez lancée a toute sa raison d'être. Elle a toute sa raison d'être tant les défis sont grands. Mais en même temps, vous faites bien, n'est-ce pas, de faire ces échanges de manière, par pays, parce que les contextes ne sont pas tout à fait les mêmes. J'espère qu'on garde constamment à l'esprit que la situation en Côte d'Ivoire est très volatile. Elle peut dégénérer à tout moment, en tout cas la situation politique. Et quand la situation politique dégénère, le corollaire le plus immédiat, n'est-ce pas, c'est l'ensemble des violations des droits de l'homme qui vont avec. Donc, nous sommes dans une situation critique et le rôle, n'est-ce pas, des lanceurs d'alerte doit être clarifié, doit être structuré et les alertes qui sont lancées doivent être les bonnes, doivent être justes, sincères et vérifiées, sans, n'est-ce pas, de sous-jacent politique. Voilà. Moi, je mettrais un point d'honneur sur le fait que le contexte ivoirien est tellement délicat que quiconque s'engage dans une activité de lanceur d'alerte en Côte d'Ivoire devrait en être vraiment conscient, devrait en avoir la maturité nécessaire pour filtrer l'information, pour faire un travail d'investigation approfondi et pouvoir donner de bonnes informations. Il est bien dommage que la loi sur la cybercriminalité en Côte d'Ivoire ait par moments été utilisée avec beaucoup de rigueur et qui a conduit, n'est-ce pas, à des arrestations, à des incarcérations. Mais moi, je plaiderais pour que, dans le cadre de cette loi, puisque c'est cette loi-là qui permet, n'est-ce pas, de réprimer certaines activités qui se tiennent sur les réseaux sociaux, certains comportements délictueux qui se tiennent sur les réseaux sociaux. Il est bon qu'il y ait une espèce de cadre d'échange et de dialogue entre ceux qui s'engagent dans l'activité de lanceur d'alerte et les autorités. Pour ainsi dire, il faut que le lanceur d'alerte soit connu, qu'il soit identifié comme tel, et que les autorités sachent que ce n'est pas, si vous voulez, un engagement de l'entretemps ou bien une distraction, mais que c'est bien un engagement qui répond à des fins, n'est-ce pas, de promotion et d'exercice de la démocratie. Lorsque cela sera su, je pense qu'il y aura, je vais dire, une meilleure compréhension de ce que fait le lanceur d'alerte et il sera admis en tant que tel. Le gros du combat aujourd'hui, c'est de se faire admettre, d'avoir la notion de lanceur d'alerte. Voilà. Il faut que ce soit admis, il faut que ce soit accepté comme tel. Accepté comme tel pour que l'activité ne soit pas réprimée systématiquement et sur le champ. Voilà. Donc, voici les deux leviers sur lesquels je voudrais intervenir, c'est-à-dire que le lanceur d'alerte lui-même ait conscience de son engagement, que le lanceur d'alerte y mette tout le sérieux nécessaire et que l'activité du lanceur d'alerte soit, n'est-ce pas, promue. Bien sûr, c'est une forme de défense des droits de l'homme. Être lanceur d'alerte, on est nécessairement un défenseur des droits de l'homme, mais ça comporte des spécificités parce que le gros de l'activité se fait sur les réseaux sociaux. Donc, il y a, je veux dire, un engagement encore plus grand. Donc, cette prise de conscience et deuxièmement, tout un plaidoyer et la mise en place d'un cadre de travail et d'échange avec les autorités pour faire comprendre, n'est-ce pas, les objectifs de cet engagement. Enfin, j'insiste et je vais m'arrêter là. Le contexte de la Côte d'Ivoire est grand. Hervé parlera à ma suite. Autant nous serons nombreux à dénoncer des actes de corruption, des actes d'anti-gouvernance, des actes de violation des droits de l'homme, des détentions arbitraires, injustifiées, je vais dire, des actes qui ne s'expliquent pas au regard de la bonne gouvernance, autant on a des chances de voir, n'est-ce pas, l'état de la gouvernance amélioré et de voir notre société aller vers les lendemains que nous souhaitons pour nous et pour les générations à venir. Merci. Mais monsieur, merci beaucoup, monsieur Éric Emersimia. En fait, mais avant de vous lâcher, je vais quand même vous poser une question, sachant que vous ne serez pas là jusqu'à la fin surtout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, parce que vous parlez comme s'il y a une méconnaissance même du rôle du lanceur d'alerte. Est-ce qu'il y a une conscience même du fait de ce que c'est que le lanceur d'alerte au niveau institutionnel? Ça, c'est une première question. Mais est-ce que cette méconnaissance aussi n'est pas liée au fait que beaucoup de gens se proclament lanceurs d'alerte alors qu'ils ne sont pas et qu'ils n'en sont pas? Je m'explique. Surtout sur les réseaux sociaux. On a l'impression, souvent, on a vu
des journalistes s'autoproclamaient lanceurs d'alerte, des activistes s'autoproclamaient lanceurs d'alerte, parce que ce qui spécifie le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui vient avec des preuves. Parce qu'il a des preuves et il est là. Des preuves peuvent être physiques, peuvent être des données. C'est parce qu'il a des preuves qu'il soumet ces preuves à l'appréciation de l'opinion publique. Mais ici, on se rend compte souvent que ce sont des activistes de Internet, même des influenceurs, qui, du moment où ils se font l'écho sonore des problèmes des autres, ils s'autoproclament lanceurs d'alerte. Est-ce que ce n'est pas cette incompréhension même du terme de lanceur d'alerte et du concept qui fait que finalement, on n'est pas pris au sérieux par les autorités, que les juges ne se penchent pas sur le dossier, que le législateur ne se penche pas sur le dossier pour en tout cas mieux les protéger et créer un cadre juridique, en tout cas, qui protège l'émergence du lancement d'alerte? Alors, je crois que là, vous mettez de l'eau plutôt à mon moulin. J'avais abordé ces questions en filigrane. Je ne pense même pas qu'il s'agisse d'une incompréhension, je pense qu'il s'agit plutôt d'une méconnaissance. Il s'agit d'une méconnaissance du rôle du lanceur d'alerte. Pour le peu qu'on puisse dire, c'est qu'un lanceur d'alerte est nécessairement un agent de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Voilà. Donc, l'activité doit être promue. Et pour que l'activité soit bien promue et prise au sérieux, il faut que le lanceur d'alerte lui-même organise le secteur. Il faut que son engagement soit sincère et franc. Et il faudrait que vous-même, qui essayez de coordonner l'activité, d'encadrer les lanceurs d'alerte, il faudrait que vous puissiez trouver un mécanisme d'identification et de regroupement, n'est-ce pas, des lanceurs d'alerte, pour que ne deviennent pas lanceurs d'alerte qui veut. Quoi qu'on dise, on ne peut pas non plus trop tirer à boulet rouge sur les autorités parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Il y a tout et n'importe quoi, donc il faut un minimum d'ordre. Ainsi, lorsque l'activité sera mieux organisée, sera mieux promue et que vous vous connaîtrez entre lanceurs d'alerte, en ce moment, il sera plus facile, n'est-ce pas, d'identifier qui est lanceur d'alerte et qui ne l'est pas. La question que vous me posez me fait penser loin dans le passé, 10 ans en arrière, lorsque nous travaillons sur le cadre légal, n'est-ce pas, de la protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a une loi qui a été adoptée en juin 2014 sur la protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, mais les discussions ont été houleuses sur le point de savoir qui est défenseur des droits de l'homme et qui ne l'est pas. Voilà. Aujourd'hui, cette loi est là. Mais de mon point de vue, et ça n'engage que moi en tant que juriste, je ne suis toujours pas d'accord avec cette loi. Pourquoi? Parce qu'on ne définit pas clairement qui est défenseur des droits de l'homme. Si bien qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et demander le bénéfice de cette loi en se proclamant défenseur des droits de l'homme. Donc, en voulant protéger tout le monde, finalement, cette loi ne protège personne. Voilà. Je ne sais pas si ça a été fait à dessein, mais cette loi, de mon point de vue, ne me satisfait pas. Vous pourrez la regarder à souhait. Donc, pour les lanceurs d'alerte, je pense que dans un premier temps, la démarche devrait consister à mieux organiser l'activité et à chercher à entrer en contact avec les autorités pour leur expliquer ce que c'est. Voilà, pour leur expliquer ce que c'est et surtout expliquer les méthodes de travail. Voilà, les méthodes de travail pour que ce soit compris que le lanceur d'alerte, nécessairement, quand il donne une information, c'est parce qu'il a documenté, c'est parce qu'il a enquêté et il en a fait, si vous voulez, un engagement. Voilà, un engagement et il fait un travail avec tout le sérieux nécessaire pour qu'on fasse clairement la distinction entre activistes, je ne sais pas, cyber-excités et puis lanceurs d'alerte. Donc voilà, nous sommes sur la même longueur d'onde. Il y a un travail à faire à notre niveau, au niveau de lanceurs d'alerte, et il y a un travail à faire à l'endroit des autorités. Merci beaucoup, M. Semien-Éric. Ça donne envie d'écouter un peu M. Toko Hervé Delmas, le directeur d'Amnesty, mais avant de lui donner la parole, j'aimerais poser une question à Fred Baouma, qui de la République démocratique du Congo à Goma. Est-ce qu'il n'y a pas de similitude finalement sur cette incompréhension du rôle du lanceur d'alerte? Est-ce que j'ai vu qu'au Congo, ça a un peu bougé, on a vu de grands lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, les plus emblématiques en Afrique, Jean-Jacques Lumumba en fait partie. On a vu dernièrement Navi et Grady qui ont fait des révélations extrêmement importantes sur le milliardaire Dan Gadler et comment ils utilisent les instruments internationaux pour continuer à piller le Congo. On a vu qu'au Congo, ça bouge un peu. Et quelles sont, selon vous, les différentes étapes qui ont permis de dépasser ce stade d'incompréhension du rôle même de lanceur d'alerte comme ce qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire
pour en arriver, pour avancer un peu, on voit qu'au Congo, en tout cas en RDC, ça bouge. Vous qui êtes observateur en tant qu'activiste, mais aussi en tant que directeur d'un groupe de recherche, comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux amis ivoiriens? Je pense disons, il y a un grand progrès, comme tu le dis, au Congo par rapport aux lanceurs d'alerte, en tout cas par rapport aux gens qui sont de plus en plus disposés à apporter des preuves de certaines malversations sur des grands dossiers, mais aussi sur des dossiers qui sont relativement moins grands. Et je pense que la manière dont le premier d'entre eux, donc Jean-Jacques Lumumba, a eu le courage de finalement révéler des informations qui étaient assez graves et qui pouvaient lui mettre en danger, lui et sa famille. Et heureusement qu'il avait pris de précautions avant. La manière dont son cas a été géré a permis à ce que d'autres personnes, je parle sous le contrôle d'Henri, soient disposées à pouvoir parler. Mais il ne faut pas présenter la situation du Congo comme si c'était déjà une situation idéale pour les lanceurs d'alerte. Il faut dire que les deux derniers lanceurs d'alerte ont été condamnés à des peines très lourdes en RDC dans un procès unique. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas forcément le courage d'aller jusqu'au bout de leur démarche parce qu'ils ont peur des poursuites. Actuellement, par exemple, nous faisons face à un cas d'un lanceur d'alerte à l'est de la RDC qui était disposé et qui avait fourni d'ailleurs une partie de preuves de malversation dans l'aide aux déplacés lors de l'éruption volcanique du Nord Kivu, mais suite aux menaces, il s'est tout de suite renfermé et on sent qu'il n'y a pas moyen de le protéger. Il y a actuellement, par exemple, une discussion dans un procès en cours où on ne sait pas comment avancer sans révéler l'identité de ces lanceurs d'alerte et au même moment, sans pouvoir le faire, il devient difficile d'utiliser les éléments de preuve qu'il a donné. Donc, au même moment qu'en RDC, il y a eu quelques exemples excusez-moi. Au même moment qu'en RDC, il y a eu quelques exemples de lanceurs d'alerte qui ont eu vraiment un courage exceptionnel pour donner des informations capitales qui ont fait avancer la lutte contre la corruption au pays. Leur situation reste très volatile et très dangereuse et nécessite une plus grande disons, un encadrement plus légal, plus important pour pouvoir le protéger. Et donc, la lutte, en fait, pour la protection de lanceurs d'alerte reste entière, y compris en RDC. Maintenant, il existe aussi beaucoup de, j'aime les termes d'excités et de super excités ou des gens qui vont juste donner des informations qui ne sont pas crédibles et finalement qui risquent de décrédibiliser ceux qui sont les plus sérieux. Mais je pense que il y a quand même des gens, disons, il y a quand même des canaux par lesquels on sait reconnaître des lanceurs d'alerte qui sont sérieux et ça commence à avancer quand même. Merci beaucoup pour ce témoignage, M. Fred Baouma. Je vais donner la parole à M. Kokou Hervé Delmas, qui est le directeur exécutif d'Amnesty International en Côte d'Ivoire. Il est certifié, entre autres, en droit de l'homme, diplomatie en relations internationales. Amnesty International est un instrument extrêmement important dans la préservation des droits humains de manière générale. C'est un outil aujourd'hui qui, au-delà des personnes qui le gouvernent, aujourd'hui, en tout cas en Afrique, a joué un rôle extrêmement important et continue de le jouer. Je me rappelle d'ailleurs ces activistes qui sont là, que ce soit Fred Baouma de la Lucha, nous-mêmes qui étions à Yanamar. Amnesty nous avait encouragés en nous décernant même le titre d'ambassadeur de la conscience. Parce que tellement Amnesty est en train est là et joue ce rôle-là presque de, je ne veux pas dire de grand frère, mais de doyen, même pas, je veux juste dire protecteur de l'ensemble des dynamiques des droits humains de manière générale. Monsieur Hervé, quelles sont aujourd'hui les faiblesses de la protection des lanceurs d'alerte en Côte d'Ivoire? Nous sommes dans un contexte de répression. La répression est beaucoup plus forte que le souci de protéger les citoyens. Mais nous savons aussi que
il y a une méconnaissance, M. Simien l'a dit tout à l'heure, elle a bien expliqué, il y a une confusion sur les réseaux sociaux particulièrement. Quels sont aujourd'hui, rien que d'abord sur le concept de protecteur des droits humains avant d'en arriver au lanceur d'alerte? Quelle est selon vous aujourd'hui la situation en Côte d'Ivoire et quels sont aujourd'hui les outils que vous mettez en place pour faire avancer ces questionnements-là, M. Herbert? Merci, M. Barrot. Bonjour à tout le monde. Je pense que cet espace qui est là est très important déjà pour la Côte d'Ivoire et surtout pour tous les activistes ivoiriens. Notre pays a cette force-là et a cette chance d'abord d'être un pays phare dans la sous-région. Et notre passé nous donne cette place. Mais malheureusement, ces 10 dernières années, je peux dire, ces 10 dernières années, nous avons connu un vrai recul. Un recul pas totalement dans le sens, parce qu'au niveau textuel, il y a un peu d'avancée. Mais au niveau de la pratique du droit, de l'exercice du droit, il y a un véritable recul. Il y a un véritable recul. Et aujourd'hui, les réflexions se mènent. Même nous, Amnesty, aujourd'hui, nous menons des réflexions pour voir comment trouver la bonne approche. La bonne stratégie surtout. La bonne stratégie pour sortir la Côte d'Ivoire de ce boulier-là. Nous avons en face un gouvernement très stratégique. Je dis bien très stratégique. Très stratégique, pourquoi? Nous, aujourd'hui, quand nous, dans les années 2015, 2016, 2017 même, quand nous échangeons avec nos partenaires à l'extérieur, c'était difficile de les convaincre de la situation réelle en Côte d'Ivoire, des activistes, des défenseurs des droits de l'homme et autres. Pourquoi? Parce que dès 2016, la Côte d'Ivoire a mis en place une constitution, la nouvelle constitution, bon, après un débat. Nous, ce qui nous concerne, c'est ce qui concerne la Côte droits de l'homme. Cette nouvelle constitution a consacré pratiquement 47 articles pour les droits civils, pour les droits de liberté, les obligations, 47 articles, et qui garantit pratiquement tout, la liberté d'association, des manifestations et tout, et qui consacre même une place aux défenseurs, comme on peut dire là, pas aux défenseurs, à la société civile, comme étant cette alternative pour éduquer la société, pour renforcer la société. En plus de cela, avant même la Constitution, il y avait la loi, comme Eric l'a souligné tout à l'heure, la loi pour les défenseurs de 2014, qui garantit une liberté, entre guillemets, pour les défenseurs. Mais cette loi existe, on a vu beaucoup de défenseurs en prison. Cette loi qui promet la Côte d'Ivoire comme le premier pays, et ça, les politiques jouent beaucoup dessus, le premier pays en Afrique où il y a une loi pour les défenseurs des droits humains, où en Côte d'Ivoire, le défenseur ne peut pas être arrêté, son domicile ne peut pas être violé, etc., etc., etc. Donc, j'ai dit, ils sont subtils parce que c'est tout ce background-là qu'ils présentent à l'extérieur. Et ça montre la Côte d'Ivoire comme un pays des droits de l'homme, comme un paradis pour les défenseurs des droits de l'homme. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Dans la pratique, nous voyons constamment les gens sont arrêtés. Il y a cette attitude de répression qui est mise sur les cyberactivistes, sur les activistes même, avec la loi cybercriminalité qui ne dit pas son nom. Une loi hyper dure vis-à-vis des activistes. Ça permet quand même, c'est vrai comme l'a dit Eric, hein, ça permet de nettoyer certaines dérives au niveau de l'Internet qu'on sort, mais le citoyen engagé, le blogueur, le lanceur d'alerte est confronté à cette loi-là. Et c'est cette loi qui est comme un épée de Damoclès sur la tête de beaucoup d'activistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activistes sur les réseaux sociaux qui, bon, ils se permettent juste de rencontrer leur quotidien, mais ne veulent pas aller plus loin parce que cette loi-là plane sur la tête. Il y a aussi cette attitude de tuer tout leadership naissant. Au début, en 2015, après 2011, on a vu les indignés qui sont dégagés, qui ont essayé de s'exprimer avec Samba. En 2015, il y a eu des arrestations. De Samba, il a fait 3 ans en prison, si je ne m'abuse. Daliba a été convoqué une fois. Tous ceux qui essaient de se relever
on essaie de les abaisser. Il y a eu après un leader au niveau du Front populaire ivoirien, comment il s'appelle? Kouwa Justin. Il a voulu se dégager. Il a été arrêté une première fois. Aujourd'hui, on parle de Kouwa Justin en prison. Il y a eu notre sœur Picheri Balé qui a commencé à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Elle avait une tribune au quotidien où elle animait. C'était très intéressant. Il y a un leadership qui s'est dégagé. Il fallait le tuer. Et Picheri a été arrêté. Donc, du coup, il y a cette peur qui est installée. Il y a cette peur qui est installée. Et quand ils sont arrêtés, ces personnes, il n'y a pas de retour. Les politiques ne s'expriment pas. Et nous, ONG, Amnesty, on peut lancer des appels, faire des pressions au niveau des ambassades. C'est tout. Et ces personnes sont en prison. Picheri a fait 8 mois de prison. La dernière fois, j'ai même rencontré l'ambassadeur de l'Union européenne avec plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. J'ai posé le problème. Il faut qu'ils essaient au niveau international de soutenir ces activistes au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cas-là, ces défenseurs des droits humains, parce qu'ils ne sentent pas, on ne sent pas, la population ivoirienne ne sent pas de pression sur le gouvernement ivoirien. C'est comme si le gouvernement ivoirien est libre de faire ce qu'il veut. Et il libère quand il veut, il arrête quand il veut. La situation ici, si on peut le décrire, c'est une situation, c'est dur, hein, le mot que je peux dire, c'est une situation de non-droit. Parce que la Constitution, dont je vous parlais tout à l'heure, qui consacre 47 articles aux droits et libertés des citoyens, rien n'est respecté. Cette loi des défenseurs des droits humains, je suis d'accord avec Eric, elle n'a même pas le droit d'exister, mais je pense que cette loi a un autre contexte, a une autre histoire, et ils savent pourquoi ils utilisent cette loi-là. Donc le système ivoirien aujourd'hui est ainsi fait, c'est-à-dire on a en face un gouvernement qui se dit qu'il a avec lui des bons tests, qui prône à l'international. On a d'un côté les activistes, les défenseurs des droits humains qui sont en guillemets livrés à eux-mêmes, parce qu'aucun soutien en interne. Les partis politiques, non. La société, non. Tout le monde a peur. C'est un esprit de peur. Il faut le dire haut et fort. C'est un esprit de peur qui règne actuellement. Les gens ont peur de s'exprimer. La preuve, quand il y a des violations en Côte d'Ivoire, combien d'ONG de Côte d'Ivoire s'expriment? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas soutenir, mais parce qu'ils ont peur. Je suis mieux placé pour vous le dire parce que nous, Amnesty International, en guillemets, on se dit que nous sommes internationaux, mais en dessous, je reçois des informations d'autres ONG. Vous dites, ah, directeur, voici telle information on a, mais nous ne pouvons pas le dire parce que si on le dit, voilà. Et là, nous prenons souvent le relais. Donc, il y a cette peur. Il faut féliciter plus ou moins, c'est pas parce qu'Eric est là, c'est une ONG OIDH qui a quand même du culot, de pouvoir s'exprimer. Il y a ces jeunes qui veulent vraiment s'exprimer, ces dames, ces messieurs. Quand on écoute Picheri, on sent qu'elle est affamée. Elle en a marre pour vous rejoindre, vous les Sénégalais. Elle en a marre. Mais elle est limitée. Aujourd'hui, c'est comme si une épée de Damoclès sur sa tête. Demain, elle peut aller en prison. Et qu'est-ce qui se passe encore? Nous allons nous mobiliser et tout, mais aucun soutien au niveau local, au niveau des autres ONG. Quand elle a été arrêtée, d'autres ont voulu des marches, mais tout avait peur. Il y a plus pas peur. Combien on fait des déclarations? C'est juste limiter les déclarations. Il y a Eric qui s'est élevé pour aller la remporter. Amnesty a fait ce qu'on pouvait faire. Il y a Novos qui a travaillé. C'est beaucoup, mais c'est peu. C'est peu. Tout récemment, nous avons vu ce qui s'est passé au Sénégal. Un peu le même scénario, c'est-à-dire un responsable politique a fallu être arrêté. Il s'est levé il s'est rendu. Mais la population s'est levée. Mais en Côte d'Ivoire, non, ça ne peut pas. Quand vous vous levez, vous êtes arrêté, tué et rien. Je vous dis rien du tout. Vous voyez? Et c'est cette situation à laquelle nous réfléchissons. Aujourd'hui, au niveau d'Amnesty, de 2022, après 2022 jusqu'en 2017, 2027 du moins, nous avons une grande campagne mondiale. Nous avons une grande campagne mondiale sur la liberté d'expression et d'association. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur la stratégie en Afrique. C'est en Afrique, mais par pays. Et aujourd'hui, on réfléchit sur la stratégie à adopter en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a d'un côté, il y a des pays où les lois n'existent pas, mais en Côte d'Ivoire, il y en a des lois qui exigent la Constitution qui garantit pratiquement tout.
Mais dans la pratique, nous sommes en face des gens qui ne croient en rien qu'à l'épreuve de force. Voilà, nous sommes en face des gens qui croient qu'à l'épreuve de force et la société civile doit imaginer encore, doit mener encore des réflexions. Et ce genre d'espace nous aide, nous permet de nous exprimer, demander à tous les Ivoiriens qui sont ici s'ils peuvent trouver un espace comme ça au niveau local ou juste même une communication, ce n'est pas possible. Je vous dis que depuis 2011, il n'y a pas eu de marche réelle sous le contrôle des autres. Hein. Il n'y a pas eu de marche. La manière dont vous vous êtes levé au Sénégal, depuis 2011 en Côte d'Ivoire, non. Non, quel soit le sujet. Vous voyez, donc la situation est vraiment déplorable. La situation est vraiment déplorable. Nous menons des réflexions et pense qu'ensemble, on peut trouver des pistes quand même pour que les Ivoiriens puissent vraiment s'exprimer. Le cas existe, la volonté y est, mais en face, nous avons quelqu'un qui avait un État qui réprime vraiment, qui réprime très fort. Voilà. Merci beaucoup, M. Hervé Delmas. J'entends très bien ce que vous exprimez parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas dans beaucoup de pays africains. La dernière fois, nous étions aux Comores et on a senti cette même peur. On a senti cette même épée de Damoclès qui fait que finalement, même personne n'a confiance en personne pour se mettre avec lui et essayer de faire améliorer les choses. Parce que nous sommes tous captés par la peur, parce que nous sommes tous, voilà, il y a tellement l'urgence qu'on met sur nous pour nous dire que voilà, il n'y a pas autre chose à faire que de se mettre au pas. Voilà. Ça, malheureusement, même si vous voyez au Sénégal qu'il y a des manifestations, mais ça reste encore très, 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 très vif. Et depuis ces manifestations-là, on sent aussi que l'arsenal répressif continue à s'exercer sur tout le monde. Mais dans ces contextes-là africains, mais je vois que aussi, je ne compare pas les pays, je ne les mets pas au même niveau, mais je respecte le niveau de chaque pays parce que je sais que, mais de manière générale, c'est en Afrique que ça se passe comme ça. Même ailleurs, si on voit les mêmes prémices, les gens sont assez outillés, assez au même niveau d'information, parce qu'ici aussi, il y a un problème d'accès à l'information et d'accès au savoir, qui fait que aussi on manipule beaucoup l'ignorance pour mettre les uns contre les autres, des ethnies contre les autres, des partis contre les autres, des tribus contre les autres, alors qu'il s'agit juste de droits humains, il s'agit juste de préservation de la gouvernance pour l'intérêt général. Mais on va y arriver tous ensemble. Mais comment y arriver? Je pense que des plateformes comme PLAF aussi aident, parce que PLAF est une plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui PLAF met à disposition comme outil pour encourager nos efforts ici en Côte d'Ivoire et un peu partout? C'est la question que j'ai envie de poser à Henri Tuilier, qui est un membre fondateur de PLAF. Il fait partie des gens qui l'ont théorisé, mais aussi il est aujourd'hui le directeur exécutif de PLAF. Quels sont aujourd'hui, qu'est-ce que PLAF met sur la table pour encourager tous ces gens-là, que ce soit des lanceurs d'alerte, que ce soit des lanceurs de droits humains, à essayer de continuer à faire leur travail, à devenir simplement lanceurs d'alerte chez eux? Merci beaucoup, Fadel. J'espère que vous m'entendez. Merci à tous d'être ici et merci aux excellentes interventions de vous tous qui laissent transparaître une situation, une atmosphère en Côte d'Ivoire qui fait froid dans le dos. Et malheureusement, comme Fadel l'a dit, c'est quelque chose que l'on constate dans de nombreux pays, c'est-à-dire un rétrécissement de l'espace physique. J'ai beaucoup aimé le terme utilisé par Eric quand il parlait de la privatisation des libertés publiques et fondamentales. Et je pense que c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. C'est la privatisation de l'intérêt public et c'est un renforcement des agissements contre la liberté d'expression, contre la liberté d'agir et d'association des défenseurs des droits de l'homme. C'est pour cette raison, ou c'est pour une de ces raisons que PLAF a été créé, parce que nous pensons aujourd'hui qu'il y aura peut-être un essoufflement forcé dû à l'emprise étatique sur nos libertés des activistes des droits de l'homme, des militants anticorruption, etc. Et donc, il faut, je pense, aider ce mouvement à se relancer, mais à s'outiller à nouveau
d'éléments qui puissent permettre à ce mouvement d'aller vers plus de justice et plus d'état de droit. Et en fait, on a réalisé, lorsqu'on a décidé de créer PLAF, que justement ce renforcement pouvait aussi venir des lanceurs d'alerte. Vous savez, PLAF est assez strict sur la définition des lanceurs d'alerte. Pour nous, c'est une personne qui, notamment dans le cadre de son activité professionnelle, va devenir le témoin d'activités illégales, illicites ou contraires à l'intérêt général et va décider de les révéler pour y mettre un terme, pour mettre un terme à ces activités illégales. Donc le lanceur d'alerte, c'est déjà quelqu'un qui a des preuves parce qu'il est témoin direct. Il a pu documenter ce qu'il a vu ou il a pu collecter, rassembler, copier, conserver des documents, des fichiers, des données qui montrent, encore une fois, les violations des droits de l'homme, la kleptocratie, la gabegie, le vol, la corruption, les atteintes à l'environnement, etc. Et ce lanceur d'alerte qui est bien souvent dans son milieu professionnel, par exemple, qu'il soit banquier, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit médecin, qu'il soit un soldat ou un policier, eh bien, un jour, il va décider de les révéler pour mettre un terme à cette activité. Et en les révélant, il passe d'un milieu, disons, professionnel, c'est une personne qui n'avait pas spécialement pour ambition de devenir un activiste, il devient du jour au lendemain un activiste, il rejoint notre cause, il rejoint votre cause. Et c'est pour cela que nous voulons l'aider. Par exemple, tout à l'heure, Fred Bauma et Fadel ont parlé de Jean-Jacques Lubumba. Je vais juste parler très brièvement de Jean-Jacques Lubumba parce que je trouve que c'est un exemple qui nous permet de bien comprendre ce qu'est un lanceur d'alerte. Jean-Jacques Lubumba, c'était un banquier dans une grosse banque à Kinshasa. C'est la filiale congolaise d'une banque gabonaise, la BGSI, qui est aussi présente en Côte d'Ivoire, et qui, après avoir été le témoin d'activités illégales ou illicites, a décidé de les dénoncer auprès de sa hiérarchie, auprès du directeur de la banque. Le directeur de la banque l'a menacé plutôt que de prendre en compte les révélations et les alertes de Jean-Jacques Lubumba. Devant ces menaces, Jean-Jacques a été obligé de fuir son pays et de se rendre en Europe où il a demandé l'asile et obtenu l'asile. Surtout, depuis l'Europe, il a donné plusieurs milliers de documents qu'il avait gardés avec lui à la presse internationale, ce qui a permis à la presse internationale de révéler des scandales de corruption en République démocratique du Congo. Il s'agissait de scandales de corruption que tout le monde savait à peu près, tout le monde avait une idée, tout le monde avait entendu les rumeurs, tout le monde avait des suspicions sur tel ou tel acte de corruption. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous donnait les preuves. Il donnait les preuves à la presse internationale, mais il donnait aussi les preuves, évidemment, aux activistes congolais. Et je pense que Fred sera d'accord avec moi quand je dirais que Jean-Jacques, suite à cela, est devenu un activiste anticorruption assez important sur la scène congolaise. Il a aidé à créer une ONG de lutte contre la corruption. Et c'est quelqu'un vers lequel on se tourne régulièrement quand on a besoin à la fois d'un conseil technique sur des questions de corruption et d'enquête, mais aussi pour prendre la parole et venir dénoncer tel ou tel agissement. Donc, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui était initialement banquier est devenu activiste grâce à son savoir-faire et grâce aux documents qu'il avait avec lui. Et c'est ce que peut faire un lanceur d'alerte, c'est venir renforcer à tous nos luttes avec des documents et avec des informations concrètes et crédibles. Mais un lanceur d'alerte ne peut pas agir seul. Un lanceur d'alerte a besoin d'une communauté de gens qui sont prêts à l'aider. Un lanceur d'alerte, il est facilement menacé, il est facilement jugé, il est facilement intimidé et parfois, malheureusement, il peut être violenté physiquement ou même assassiné. Et c'est pour ça que le lanceur d'alerte doit pouvoir compter sur un réseau de personnes qui sont prêtes à l'aider. Ces personnes, ça peut être des avocats, ça peut être des journalistes d'investigation, ça peut être des activistes, ça peut être des ONG. Et c'est ce que PLAF essaye de faire. PLAF essaye de mettre ensemble toute une communauté de personnes qui sont disposées, qui ont la volonté d'aider ces lanceurs d'alerte en sécurité. Donc, par exemple, on a créé un moyen de communication. Vous pouvez entrer en contact avec PLAF de façon protégée. Vous pouvez transmettre des documents, des informations, des preuves par ordinateur, par Internet, via un lien extrêmement protégé. Vous pouvez entrer en contact avec nous simplement pour avoir des conseils, pour faire une évaluation à la fois des risques juridiques, mais des risques physiques que vous encourez
si vous décidez de lancer l'alerte. Nous pouvons aussi regarder tous les documents que vous avez pour faire avec vous une sorte de stratégie pour évaluer quelle est la meilleure manière de révéler ces informations. On peut aussi regarder ces documents et mener notre propre enquête pour, comme l'a dit Eric, vérifier ces alertes, pour pouvoir ensuite les certifier, utiliser ces documents pour mener des enquêtes et voir si oui, le lanceur d'alerte a de quoi lancer l'alerte et tenter de mettre un terme à ces révélations, ou non, vous n'avez pas assez d'informations, restez discret, parce que lancer l'alerte quand on n'a pas les bonnes informations ou suffisamment de documentation, c'est prendre des risques inutiles. Donc PLAF peut faire toute cette démarche d'accompagnement avant ou après le lancement d'alerte, de conseils et d'évaluation des risques. Évidemment, si derrière cela, la personne fait l'objet de représailles, se fait poursuivre en justice par exemple, nous aidons à la défense, à la représentation du lanceur d'alerte devant la justice en désignant des avocats, en finançant des avocats ou en rassemblant des ONG et différentes personnes qui sont à même de venir aider le lanceur d'alerte. Dans des cas extrêmement limités, où il y a un risque réel pour le physique de la personne, s'il y a un risque de mort, comme ça a été le cas notamment des 2 lanceurs d'alerte qui ont été condamnés à mort au Congo, alors on va mettre en place un dispositif très rare et très difficile pour relocaliser cette personne et l'aider à demander l'asile dans un pays plus sûr, si possible avec sa famille, dans le but d'avoir la possibilité de repartir de zéro. Mais vous l'aurez compris, pour nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire le moins possible parce que c'est très lourd, à la fois pour nous et à la fois pour le lanceur d'alerte. Et parfois, ça dessert aussi le lancement d'alerte parce que cela peut donner du grain à moudre à nos opposants qui pourraient dire que le lanceur d'alerte n'a fait tout cela que pour avoir l'asile dans un pays extérieur. Donc, on essaye d'éviter cela. Et puis, on va aider le lanceur d'alerte à révéler l'information. Est-ce que le lanceur d'alerte veut révéler à sa hiérarchie, à l'intérieur de son entreprise ou de son administration? Eh bien, on va agir comme tampon entre lui et sa hiérarchie. Est-ce qu'il veut faire une révélation publique et il veut que l'opinion publique soit au courant de ce qui se passe? On va le mettre en relation avec des journalistes sérieux qui vont assurer son anonymat s'il veut préserver son anonymat, et puis publier les articles que nous-mêmes, on aura pu aider à faire publier parce qu'on aura participé nous-mêmes à une enquête, voire à une contre-enquête. Et puis enfin, si le lanceur d'alerte préfère révéler à des autorités de poursuite, comme le pouvoir judiciaire, on va là aussi l'accompagner pour essayer de voir avec lui quelle est la meilleure autorité à aller voir et comment le faire de manière protégée. Par exemple, on peut très bien avoir demain un fait de corruption qui entraîne un flux financier en Côte d'Ivoire, mais se rendre compte que le flux financier, imaginons un ministre vole de l'argent public et l'envoie en France ou aux États-Unis ou quelque part en Europe pour s'acheter une maison, eh bien tout de suite, ça permet la compétence des juridictions européennes. Est-ce que dans ce genre de situation, il n'est pas plus rassurant pour le lanceur d'alerte d'aller dénoncer cet acte devant les juridictions européennes plutôt que devant les juridictions ivoiriennes? Ainsi, les juridictions françaises ou européennes pourraient agir comme un parapluie sur ce qui pourrait se passer devant les juridictions locales ensuite. Voilà, en gros, je vais m'arrêter là, mais on offre tout ce spectre d'aide. Un dernier service que l'on rend, c'est que si des ONG ou des autorités veulent se doter d'une loi moderne de protection des lanceurs d'alerte, on est à la disposition pour apporter des conseils et un point technique. En revanche, nous n'allons pas vers un État pour dire il faut adopter une bonne loi de protection des lanceurs d'alerte. Non, on ne le fait que s'il y a une volonté politique locale ou une volonté de la société civile locale de le faire. Donc, si demain, par exemple, vous voulez qu'on travaille tous ensemble à la rédaction d'un projet de loi, PLAF se tiendra à votre disposition pour vous accompagner. Voilà à peu près tout ce qu'on fait. Juste pour terminer, pour vous dire qu'on fait vraiment des études au cas par cas. Les lanceurs d'alerte sont tous dans des situations complètement différentes. Il y a un contexte dans lequel ils évoluent qu'il faut prendre en compte. L'aide qu'on va donner à un lanceur d'alerte banquier ivoirien peut être complètement différente de l'aide qu'on va apporter à un lanceur d'alerte soldat congolais. Mais donc tout cela, on met tout notre cœur à les aider et à proposer un accompagnement personnalisé.
Voilà, si vous avez quoi que ce soit comme question à l'avenir ou si vous voulez entrer en contact avec nous, vous êtes libre d'entrer en contact avec PLAF directement ou avec Fadel, qui est notre digne représentant en Afrique de l'Ouest. Et si vous avez des questions, je suis encore là quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri. Et aussi, il y a la maison de l'alerte. Il y a la maison de l'alerte qui est ici à Dakar, qui aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le lieu à partir duquel on a organisé ce webinaire. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour parler, j'oublie à la fin, toute l'équipe qui est derrière à la maison de l'alerte, particulièrement la jeune Salimatou, qui a beaucoup aidé à l'organisation de ce webinaire. Salimatou aussi et les mannequins qui est l'équipe ici à la maison de l'alerte. Mais ça me permet aussi d'aller tout de suite en Côte d'Ivoire parce que Yvonne Toba aussi de Novox a été aussi d'un très, très, très grand soutien par son engagement et sa mobilisation de tous les acteurs-là qui ont participé à ce webinaire. Donc, on va ouvrir les débats et je vais ouvrir les débats, je vais faire de la discrimination parce que, comme vous l'avez vu, il n'y a pas une seule femme parmi les intervenants. Soyez rassurés, on nous l'a beaucoup reproché. Et nous avons très, très bien compris, donc il faut qu'on essaie de nous rattraper au maximum. Peut-être que plus tard, Madame Ballet, que je vois ici connectée, si elle veut prendre la parole, ou Marthe, aussi si elle veut prendre la parole, on leur donnera la parole. Mais avant, je vais quand même donner la parole à Yvonne, qui est de Novox et qui est vraiment co-organisatrice de ce webinaire. Mais Yvonne Toba, c'est surtout pour qu'elle fasse un témoignage pour elle-même, ce qu'elle a vécu en tant que défenseur des droits humains. Parce que je me rappelle, il n'y a pas longtemps, Afriki a mutualisé ses moyens pour l'extraire un peu de la Côte d'Ivoire et l'amener un petit moment à Dakar pour qu'elle se calme et parce qu'elle avait subi des menaces de mort réelles sur elle et sur sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle avait juste aussi rédigé un rapport sur l'état de bradage du foncier dans certains villages. Elle-même, elle va nous en parler peut-être de manière beaucoup plus claire. Yvonne Toba, est-ce que tu es là? Oui. Allô, Fadel. Prendre la parole. Voilà. Yvonne. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à PLAF pour cette occasion. Comme Fadel l'a dit, bon, je n'étais pas préparée à faire mon témoignage. Je voulais juste intervenir sur la thématique. Mais peut-être pour revenir un peu rapidement sur la situation que j'ai vécue, il faut dire que avec Novos, on travaille actuellement sur le cadre du foncier. Et on soutenait une communauté qui était victime d'accaparement de leur terre par une société minière dirigée par l'ex-ministre, Mme Henriette Lagou. Et donc, cette société a connu beaucoup d'intimidation, d'arrestation des jeunes du village parce qu'elle s'est carrément opposée à l'expropriation de leur terre. Et quand nous sommes arrivés, on a commencé à travailler pour faire sortir un rapport qui va mettre à nu tout ce qui s'est fait dans le noir par cette société minière, avec la complicité des autorités locales et les gendarmes et autres. Donc, on a vraiment travaillé à sortir ce rapport-là. Et dans ce rapport, il y avait des éléments de preuve qui incriminaient le ministère des Mines et de la Géologie. Donc, c'est à la fin de ce rapport que les menaces ont commencé à notre niveau. Et j'ai été directement indexée, ma famille également, mon fils, parce que j'ai un fils et qui a été vraiment indexé. Il fallait pour moi chercher chez moi. Et donc, c'est ainsi qu'avec Afrique, comme Fadel l'a dit, j'ai été accueillie à Dakar par les camarades de Yanama, avec qui j'ai passé pratiquement une semaine, plus d'une semaine peut-être. Et après, d'autres partenaires comme Frontline ont accompagné pour ma relocalisation. Et pour dire que c'est dans ce contexte-là que nous travaillons, tout à l'heure, le grand frère Sémian et le grand frère Delmas n'ont pas manqué de dire qu'en Côte d'Ivoire, le cadre légal pour la protection des défenseurs existe effectivement. Au niveau du cadre légal, il n'y a pas de débat parce que la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a ratifié pratiquement toutes les lois qui font la promotion des droits humains. Et donc, logiquement, en tant que défenseur, on devrait être à l'aise de faire notre travail. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que ces lois ne sont pas mises en pratique. Et on se rend compte également que nos autorités également utilisent le cadre légal pour pouvoir nous empêcher de nous exprimer. En Côte d'Ivoire, nous avons deux lois liberticides qui sont la loi sur la cybercriminalité, le grand frère Sémian n'a pas manqué de le souligner, qui limite la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Il y a aussi la nouvelle loi sur le code pénal
qui restreint l'espace civique. C'est-à-dire, avec cette loi-là, les manifestations sont pénalisées. Donc, tu peux faire la prison parce que tu as manifesté, parce que tu t'es exprimé. La Côte d'Ivoire est le premier pays, comme l'a dit Delmas, qui a pris la loi sur, et comme l'a dit Louis Delmas, qui a pris la loi sur la protection des défenseurs des droits humains. Également, le premier pays qui a mis un accent particulier sur le genre. C'est-à-dire, dans la loi sur la protection des défenseurs des droits humains, il y a une spécificité qui prend en compte le genre. Donc, la femme a vraiment une place de choix dans cette loi-là. Mais malheureusement, en 2020, nous avons vu 4 de nos camarades défenseurs qui ont été arrêtés, dont une femme, Balé Puchéry. Ça veut dire que cette loi qui devait logiquement nous protéger, et cette loi-là aujourd'hui a été mise à l'écart pour faire faveur au nouveau code pénal qui pénalise les manifestations. Et c'est sur ce code pénal que nos camarades de ASI ont été arrêtés, ont été détenus pendant 8 mois en prison. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous travaillons. Ce contexte qui n'est pas vraiment facile pour les hommes. Pour les hommes, il faut le souligner, mais encore plus difficile pour les femmes que nous sommes. Les femmes que nous sommes dans ce mouvement qui prennent le risque de nous impliquer, de nous engager. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser les camarades aussi s'exprimer sur ce point-là. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup, Yvonne. J'ai aperçu tout à l'heure aussi de l'ordre. Si ma mémoire est bonne, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'Université de l'engagement citoyen, si je ne me trompe pas. Si de l'ordre aussi, la parole. Mais Marthe aussi, j'avais vu Marthe comme Madame Ballet, de la Ivoirienne de défense des droits de l'homme. Madame Marthe ou Delors ou Madame Ballet, qui veut prendre la parole? Si les micros sont coupés, il faut les réactiver pour prendre la parole. Et si elles ne veulent pas prendre la parole, je vais donner la parole à qui veut la prendre. On prend une ou deux questions. Et sinon, on peut... Je pense que si... Allez, il y a 2 mains levées, il y a 2 mains levées. Je vois 2 mains levées. 2 mains levées, moi je ne vois pas. C'est qui? Je vois Ben et puis je vois Martin Milulo de la RDC. Ouais. Je vois Ben Koulibaly de la Côte d'Ivoire. Je donne la parole à Ben. Alors. Puis il y a Daliba des Indignés également. Ouais. Merci beaucoup, Fadel. Bonjour à tous. Je suis Koulibaly Ben. Je vous remercie en fait cadre d'échange donc sur la protection des lanceurs d'alerte. Donc, comme les grands frères et Eric Sémion l'ont dit, il existe en tout cas un cadre au niveau de la Côte d'Ivoire et même des mécanismes de protection des droits de l'homme qui existent, auxquels la Côte d'Ivoire est partie, et à mon humble avis, qui devait concourir à renforcer davantage la protection des défenseurs des droits de l'homme, y compris les lanceurs d'alerte. Mais on a assisté à pas mal de choses donc, dans le courant de l'année 2020 en Côte d'Ivoire, notamment au retrait donc, de la déclaration des compétences de la Côte d'Ivoire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui empêche aujourd'hui donc, les ONG et les privés de saisir cette cour. Il faut dire que le grand frère Eric Sémion avait montré donc, la voie donc, de par la saisie de la Cour africaine sur l'affaire Côte d'Ivoire-CEI. Et cela a montré en fait qu'on pouvait vraiment interagir avec ces différents mécanismes de protection des droits de l'homme là pour renforcer davantage donc, les droits humains en Côte d'Ivoire. Mais le recul qui est constaté par le retrait de la déclaration des compétences de la Côte d'Ivoire à la Cour nous amène à réfléchir. À réfléchir à quoi? À amener des initiatives, pourquoi pas un plaidoyer, pour pouvoir vraiment abroger la clause au sein de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui permet aujourd'hui aux différents États de retirer, quand ils veulent, donc la déclaration de compétences de la Cour pour ainsi empêcher les ONG et les privés, donc et les particuliers, de saisir ce mécanisme qui est très important dans le renforcement de la protection des droits de l'homme. Je pense que c'est bon de mener cette réflexion, pourquoi pas au niveau de PLAF, pour voir dans quelle mesure donc, mobiliser les autres États, donc les activistes des autres États, pour mener ce plaidoyer-là au niveau
la Cour africaine des droits de l'homme des peuples, au niveau de l'Union africaine aussi, qu'on puisse vraiment abroger cette disposition-là qui permet aux États de se retirer donc, quand ils veulent de la Cour africaine. Et pour dire que pour la Côte d'Ivoire, cette décision faisait suite à une ordonnance en fait de la Cour sur l'affaire Guillaume Soro, donc qui demandait à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt international contre Soro Guillaume, ainsi que de procéder à la libération de certains détenus d'opinion et des prisonniers politiques. Donc, voilà un peu ce que je dis sur la question et de dire en fait que c'est très important ce genre de cadre pour renforcer davantage la collaboration entre les différents lanceurs d'alerte. Et pour terminer, je dirais que nous, on s'apprête on est en train de travailler sur deux types d'applications, une application web et mobile avec l'appui technique de Engagement Global, donc une organisation allemande. Donc, ça sera une plateforme numérique de lutte contre la corruption. D'ici à la fin de l'année, ces deux applications seront disponibles. Alors, on se fera fort de vous associer peut-être dans le cadre d'un webinaire pour vous présenter l'application. Et pourquoi pas, s'il est possible, faire un lien depuis ces applications-là sur peut-être la plateforme numérique de PLAF, pour aussi renforcer davantage, en tout cas, la protection des utilisateurs de ces applications numériques-là qui viendront apporter aussi vraiment un coup d'accélérateur à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, par une dénonciation massive donc, des cas de corruption. Sur ce, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Ben. Bien sûr que cette application intéressera bien la maison de l'art et la plateforme, parce que oui, c'est un instrument de lutte contre la corruption, mais aussi ça peut être un outil pour les lanceurs d'alerte. Donc, c'est une très belle initiative qu'il faut accompagner. J'ai aperçu tout à l'heure Mme Laure, j'insiste, de Laure, où elle est repartie, sinon on donne la parole à Martin Milo. On ne vous entend pas, après il faut remettre le micro, Martin. Martin Milolo. Martin, on ne vous entend pas. Hein? On ne vous entend pas. Peut-être qu'il faut réactiver le micro. Et là, c'est activé, vas-y. Alors, il y a un problème avec ton micro parce qu'on n'entend pas. On ne vous entend pas du tout. Martin, je suis désolé, mais on n'entend pas. Peut-être que c'est un problème de connexion à Goma? Parce qu'on n'entend rien du tout. Non, non, je pense que c'est un problème de PC peut-être de Martin. Un problème de PC. Ou des écouteurs qu'il utilise. Et donc, Martin, je suis vraiment désolé, mais on ne vous entend pas du tout. Donc, je suis obligé de passer. Peut-être qu'on va remettre la parole aux différents intervenants. Et je pense que là, il n'en reste que deux. C'est Hervé Delmas et Fred Baouma. Donc, si... Il y a Daleba Indigné qui veut réagir, sa main est levée. Il y a Daleba, des Indignés qui veut réagir aussi. Vas-y, il peut prendre la parole. Merci. Oui, alors, je suis encore là. Je suis encore là. Merci. Je suis encore là. Allez, vas-y. Je peux intervenir? Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. C'est Naounou Daleba de la coalition des indignés. Je voudrais remercier Yvonne Touba de Nova Côte d'Ivoire et M. Signan, le directeur d'Amnesty, et Coco Delmas, qui fait beaucoup. Vous l'avez dit, hein, Barreau même l'a dit, Amnesty est d'une importance dans la préservation des droits des citoyens et dans nos droits que nous donne la Constitution en termes de revendication. Et donc, je suis heureux qu'on ait eu cet échange. Moi, je voudrais donner un exemple après Yvonne Touba. Nous nous sommes retrouvés en justice pendant 2 ans. Je voudrais saluer Amnesty parce que nous avions lancé une alerte sur les conditions de vie de notre camarade qui était détenu dans les conditions lamentables à Korogo.
Et ça nous a valu pendant 2 ans un acharnement juridique où on était obligé souvent de se taire parce qu'on était sous contrôle juridique. Mais ça n'a pas été facile. Grâce à la magnitude d'un avocat qui s'est vraiment dévolu pour me défendre pendant près de 2 ans sans avoir pris un copec. Et donc, ce sont ces pressions que nous subissons et qui ne nous permettent pas de participer à la bonne gouvernance. Et là, au moment où je vous parle, je suis dans les conditions que nous sommes en train d'organiser une activité contre la cherté de la vie pour que nous puissions porter la voix des citoyens. Et vous voyez, mais ce n'est pas aisé parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, on est passé d'un état informatif à un état de demande d'autorisation. C'est un peu plus délicat. Et ces conditions aujourd'hui ne nous permettent pas, dans ces conditions de crise institutionnelle, de nous permettre pas de jouer notre rôle avant-gardiste de défenseur des droits de l'homme, de lanceur d'alerte et de bonne gouvernance, comme l'a dit M. Eric. Donc voilà un peu les difficultés que nous avons en Côte d'Ivoire. Et je pense que, comme Amnesty l'a dit, il y a un test, mais qui n'est jamais respecté parce qu'on nous poursuit, on nous arrête. Moi, je me souviens, on nous a enlevé facilement comme ça devant la commission électorale indépendante, alors qu'on ne manifestait pas, on partait un rendez-vous. Donc, il faut faire quelque chose parce qu'il y a un recul notable, un recul notoire de la démocratie et un danger permanent qui plane sur les lanceurs d'alerte. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Merci beaucoup, Daleba. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a... Delors reprendre la parole? Excusez, Fadel, c'est Martin. Je viens de me connecter par mon téléphone. J'avais une petite question. Oui. Désolé vraiment pour mon micro tout à l'heure. Oui, vas-y, Martin, rapidement. Oui. Ma question, c'est par rapport à la définition que vous avez donnée. Il y a l'un des membres de la maison de l'alerte qui a parlé sur la définition du lanceur d'alerte. Alors, je comprends qu'avec cette définition, il est difficile de lancer l'alerte dans les contextes de pays comme les nôtres, parce que je prends mon cas, j'ai été alerté sur une question de corruption par rapport aux entreprises minières en rapport avec certains politiciens qui a conduit au changement de la majorité chez nous. Et nous sommes en train de travailler sur cette question avant de pouvoir éventuellement sortir l'information. Mais vu que moi-même, je ne travaille pas dans une entreprise minière, est-ce que si on a des éléments ou les personnes qui nous ont alertés nous envoient des éléments, sommes-nous habilités à les sortir comme lanceurs d'alerte ou on peut juste partager les informations comme des activistes avec risque qu'il y a une forte dose de manque de crédibilité lorsque ça sort d'une personne qui n'est pas habilitée à le faire. Merci. Je vais répondre tout à l'heure à cette question. Est-ce je peux donner la parole à Hervé Delmas et ensuite à Fred, et moi je répondrai à cette question peut-être pour clôturer les échanges. Je pense qu'à peine il nous reste 30 minutes. Fadel, oui. il y a une dernière main qui est levée, si elle peut prendre la parole. Une dernière qui est là. Weza Brice. Si tu peux prendre la parole, puis après. Si ce n'est pas une femme, ce n'est pas la priorité. Hein. Ah, mais vraiment, malheureusement, c'est un homme. Ok, on lui donne la parole, mais juste 2 minutes comme ça. Ouais. Je voudrais intervenir aussi, donc soyez un peu... Allô? J'entends. Yeah. Bon, vas-y. Je peux intervenir maintenant? Oui, vas-y, Weza. Oui, je suis David Weza, secrétaire à l'organisation de Tournons la page Côte d'Ivoire.
Ouais, j'interviens pour dire qu'au niveau des lanceurs d'alerte et puis la protection des activistes, je peux dire si c'est un plaidoyer qui est fait à l'endroit de PLAF pour que, est-ce que PLAF peut pas avoir un référent en Côte d'Ivoire? Parce qu'on a des amis qui sont dans l'administration souvent, qui échangent avec nous pour voir comment est-ce qu'on ne peut pas mettre à disposition des documents sur des malversations, des documents sur les détournements. Mais bon, dans les échanges, on n'a pas les canaux nécessaires pour, si on veut dire, pour les coacher. Mais est-ce que si PLAF a un référent en Côte d'Ivoire, on peut essayer d'organiser tout ça et puis avoir la meilleure formule pour agir. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que ça peut être possible dans ce sens? Merci. Merci beaucoup, Weza. J'ai bien noté la question aussi, c'est la question de la représentation en Côte d'Ivoire. Ça, on va... Oui, je signale que je suis encore là, Ah, ok, mais voilà, M. Eric est là. Donc, on va redonner la parole aux différents intervenants. Et après, moi, je vais essayer de répondre aux questions qui sont restées en suspens. C'est-à-dire que dans les interventions, il y aura déjà quelques types de réponses sur à la fois la définition de lanceur d'alerte, tel que M. Martin le demande. Est-ce que lui, il peut se targuer d'être lanceur d'alerte dans la mesure où ce n'est pas lui qui a les infos, mais il est juste un intermédiaire dans cette chaîne de l'alerte. On y reviendra. Monsieur Eric, donc vous avez la parole. Ensuite, on donnera la parole à M. Hervé. D'accord, merci. On notera que, en réalité, ce n'est pas des questions qui ont été posées, c'était plutôt les contributions qui ont été faites. Voilà, donc je salue les contributions qui ont été faites et qui sont également pertinentes. Ce sur quoi nous devrions encore une fois mettre l'accent dans le cadre de l'initiative que vous êtes en train de piloter sur la Côte d'Ivoire, c'est le fait de bien comprendre la dimension appui à la bonne gouvernance, n'est-ce pas, du rôle du lanceur d'alerte. Les mécanismes de protection internationaux des droits de l'homme, etc., c'est vrai, sont des recours efficaces, mais comme je l'ai dit, qui ont également montré leurs limites. Voilà. Et donc, tout compte fait, quelles que soient les saisines que nous allons opérer, l'expérience nous permet de comprendre que le gros du combat nous revient à nous-mêmes. On a rendu visite à Mme Balé en prison. On a essayé de faire ce qu'on pouvait avec plusieurs autres ONG. Bien avant, c'était le cas de la coalition des indignés avec leurs leaders et d'autres qui ont été arrêtés. En fait, ça nous a permis de comprendre les faiblesses du système et les faiblesses qui étaient les nôtres. Hervé l'a mentionné. C'est un peu comme s'il y a une volonté, n'est-ce pas, de taire toutes les velléités visant à porter un regard critique sur la gouvernance. Alors, quel est donc ce peuple-là dont tout le monde se moquerait, qui clame haut et fort avoir des défenseurs des droits de l'homme, avoir une loi portant protection des droits de l'homme, etc., mais qui en même temps est le premier à incarcérer des activistes, des militants des droits humains? Sacrilège. Nous avons fait ce que nous avions pu en son temps, mais il faut dire que le fait que Mme Balé ait passé 8 mois en prison, que M. Samba ait fait tous ces mois en prison, à certains égards, ça nous fait un peu honte. Et ça met, en fait, si vous voulez, en lumière les limites de nos actions. Nous avons le choix de continuer à nous battre ou bien de rester les bras croisés. Si nous décidons de continuer à nous battre, nous devons nous battre pour que le système change. Encore une fois, j'insiste en le disant, tous les gouvernants sont les mêmes. Voilà, donc nous ne nous attaquons pas à un régime, mais à des pratiques qui se déroulent sur plusieurs années. Ce que je voudrais suggérer dans un premier temps, c'est que il faut essayer, que PLAF essaie d'avoir une espèce de manifeste. Un manifeste, je ne sais pas si ça existe déjà, un manifeste qui permette, n'est-ce pas, sous forme de tract, qui permettent de porter à la connaissance l'existence de ce réseau. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être lanceur d'alerte, mais tous ceux qui veulent s'engager dans l'activité de lanceur d'alerte sont les bienvenus. Ça, c'est un. Deuxièmement, en interne, moi, je suggérerais
des activités de renforcement des capacités. Parce qu'il faut que le lanceur d'alerte connaisse son rôle. J'insiste là-dessus. Si ce n'est pas le cas, vous savez que les autorités, les pouvoirs publics sont tout le temps en train de chercher des petites bêtes quelque part pour toujours, n'est-ce pas, réprimer. Donc, il faut des activités de renforcement des capacités afin de développer une conscience professionnelle de la part de celui qui s'engage dans l'activité de lancement d'alerte et qui sache que c'est une activité risquée. Ce n'est pas au moment où le lanceur d'alerte est en difficulté, en ce moment qu'on doit activer les réseaux. Les réseaux doivent être en veille à chaque fois. En clair, le lanceur d'alerte lui-même doit toujours être en alerte. C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir de répit. Il doit savoir qu'il est sur des braises à cause, n'est-ce pas, de son travail. Ensuite, la collaboration avec les autorités, c'est-à-dire faisons, si vous voulez, œuvre de bons offices. Approchons les autorités pour expliquer clairement ce qu'on veut faire, ce qu'on fait déjà et quels sont les leviers sur lesquels nous jouons et pourquoi nous le faisons. En précisant que l'action qui est menée de lancement d'alerte ne vise pas à attaquer Mamadou ou, n'est-ce pas, à créer des problèmes à Bineta, ne vise pas à attaquer un régime. C'est une œuvre d'appui à la bonne gouvernance. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a entendu qu'il y a des procédures judiciaires et administratives contre des directeurs de sociétés, etc., pour des faits de détournement, mais pour des sommes vraiment colossales. Alors, la question, je veux dire, pour nous, ce n'est pas qu'il y ait eu ces sanctions-là après coup et que des procédures soient ouvertes, mais que des gens détournent des milliards sur plusieurs années et qu'il n'y ait aucun mécanisme officiel, n'est-ce pas, pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur ça, il y a un problème. Voilà. On aurait eu des lanceurs d'alerte, on aurait eu des gens qui travaillent en toute confiance que ces faits auraient pu être portés. Pour revenir sur le cadre juridique, je peux dire que peut-être que le cadre juridique, les lanceurs d'alerte ne l'obtiendront pas sur le champ. Ça serait une bataille. Je prends encore une fois l'exemple, n'est-ce pas, de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Voilà. Le projet était une recommandation de l'EPI depuis 2009 à la Côte d'Ivoire. Mais la loi finalement a été adoptée en 2014, c'est-à-dire 5 ans après. Et la mouture qui a été adoptée n'est même pas celle que nous avions proposée. Voilà. Et les lacunes que moi j'observe, et ça n'engage que moi encore une fois dans cette loi, font qu'aujourd'hui, si un défenseur des droits de l'homme est arrêté et qu'on s'en va vers les autorités judiciaires, les autorités policières, pour dire la qualité des défenseurs des droits de l'homme de cette personne, on bute à une difficulté. La définition de l'article 1 est tellement large que c'est un foutoir où tout le monde peut entrer. Donc, ce qu'on nous demande, c'est mais qu'est-ce qui prouve que celui-là, un tel, est un défenseur des droits de l'homme? Qu'est-ce qui prouve qu'il entre dans le cadre de cette loi? J'ai eu la même difficulté quand il s'est agi, n'est-ce pas, de venir au secours, n'est-ce pas, de M. Samba David en 2013 et en 2014 au parquet d'Abidjan. Et on nous a opposé le même argument concernant Mme Pucheri. Si on veut faire les choses, qu'on les fasse bien. C'est vrai qu'il y a une loi, mais moi, jusqu'à présent, je ne pense pas que cette loi nous ait permis de réaliser de bons progrès en termes pratiques. Est-ce qu'on n'est pas dans un chemin où les autorités adoptent des lois pour faire plaisir à la communauté internationale ou encore pour avoir accès à certains programmes financiers internationaux? C'est-à-dire, on clame haut et fort qu'on a fait ceci, on a fait cela, mais en réalité, la visée est tout autre. Je crois que c'est cela. Nous devons nous battre. Merci, M. Éric Sémian. Je suis obligé de couper, mais pour permettre, parce qu'il nous reste à peine moins de 5 minutes, pour essayer de donner la parole. Merci. Merci, mais l'intervention était très brillante. Je reviendrai un peu sur quelques points extrêmement importants que vous avez soulevés, notamment notre responsabilité individuelle par rapport à cette situation-là. Est-ce que M. Hervé peut prendre la parole? Oui. Merci beaucoup, Fodé. Je pense que le débat était bien, nos collègues ont vraiment participé. Mon frère Eric tout à l'heure. Le problème ici, en Côte d'Ivoire, il est un peu, c'est vrai que je suis pas un peu d'accord avec lui, mais bon, on va en parler après, on s'appelle régulièrement. Le problème ici, en Côte d'Ivoire, c'est pas, je pense, à mon humble avis, c'est pas au niveau de nos activistes. Bon, c'est vrai qu'ici, le mot
comme la lanceur d'alerte n'est vraiment pas trop utilisé, mais je pense que déjà ce travail, Koucheri le fait, Samba le faisait, Daliba le fait souvent. À un niveau aussi, certains journaliers, je vois Nesmond et d'autres journalistes. Ici, en Côte d'Ivoire, je pense que le vrai problème, c'est la volonté politique. Il n'y a vraiment pas de volonté. Et que ce soit la manière, les gens vont donner même des informations, même si c'est une volonté vraie, mais il y a une volonté. Je me rappelle de 2 cas que nous avons traités, le cas de Samba et le cas de Koucheri. Automatiquement, on vous les présente comme des politiques. Eric a dit tout à l'heure, il y a des difficultés à travailler sur le cas de Samba. Et nous, à un moment, on a eu ce problème. On vous présente ces activistes comme des politiques. Or, nous avons la Constitution ivoirienne qui dit à l'article 26 que la société civile est une composante de l'expression de la démocratie et elle contribue au développement économique, social et culturel de la nation. Donc, c'est dit que cet activiste-là, il peut s'engager, il peut communiquer sur des sujets même politiques, sur tous sortes de sujets. Mais déjà, on vous les présente comme politique. Koucheri, on a présenté Koucheri. Ah non, c'est la politique, on a des preuves, tout. Samba, c'était pareil. Mais nous savons comment nous travaillons, nous avons des informations que nous avons vérifiées, nous savons où le pouvoir voulait aller, et surtout, nous connaissons l'intention de ceux qui sont en face de nous. Et ça, c'est important dans le combat qu'on veut mener, l'intention de la personne qui est en face de nous. Nous avons en face de nous un gouvernement qui met des lois, mais qui ne croit pas à ces lois-là, mais qui fait ces lois pour l'international. Donc, du coup, nous vivons dans une chaîne qui n'a pas de nom. Parce que vous voyez, l'attitude qui est mise en place, c'est une attitude de non-droit, de non-État. Aujourd'hui, quelqu'un parlait de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Même une simple marche, tout le monde en parle dans les maisons. Tout le monde en parle peut-être sur les plateformes Facebook pour donner le coup, voilà, ça coûte tant. Mais personne ne peut initier une marche. On ne peut autoriser aucune marche. D'ailleurs, sur le contrôle d'Éric et certains, je pense que depuis novembre 2020, les marches ont été interdites en Côte d'Ivoire. C'était dans le cadre des élections, étaient autorisés juste les meetings politiques, mais ce n'est pas sur cette interdiction élevée, sur le contraire des autres. Donc, vous voyez la situation dans laquelle nous sommes. Je pense qu'ici, la volonté y est. Beaucoup donnent même des informations avec beaucoup de vérifications, oui, vraiment vérifiées, mais la volonté est de tuer toute manifestation, de tuer tout leadership qui veut s'élever. Et nous sommes dans une situation un peu de parti communiste chinois, voilà, où on ne peut admettre que ce qui est dans le parti, mais ce qui est hors du parti, on ne peut pas admettre. Malheureusement, c'est la situation en Côte d'Ivoire. Donc, nous devons mener encore plus de réflexion et trouver encore des stratégies qui peuvent nous amener à vivre librement. Je dis toujours aux gens, nos politiques, ils sont en face de populations qui ne posent pas trop de problèmes, qui sont faciles à vivre. C'est juste leur quotidien veut l'améliorer. Mais juste pour revendiquer, même on ne peut pas donner ce cadre-là, vous voyez. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour peu tu vas en prison. Pour peu tu es menacé de perdre ton emploi comme Koucheri. Et personne n'en parle. Et après, c'est pour prendre des délégations pour aller demander pardon au grand patron, au grand chef. Oui, parce qu'on veut vivre dans un royaume. Je pense que c'est triste. Et je salue votre initiative. Ça peut nous inspirer sur le niveau d'Amnesty. Nous sommes en train de réfléchir à tous les cadres qu'il faut pour amener vraiment cette flamme de liberté qui existe vraiment qui doit exister vraiment dans notre pays. Et sur le continent même africain, sur l'Ouest africain, où c'est devenu une norme maintenant, le troisième, le un coup KO, empêcher les gens de pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas comprendre en plein 21e siècle encore que des dirigeants peuvent, après un mandat, passer facilement. Oui, malheureusement, nous avons ça en Afrique de l'Ouest et je pense que nous remettre ensemble pour arrêter toute cette gangrène, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Hervé. Est-ce que Fred Baouma a un dernier mot? On a déjà fini l'heure 30. Oui, Fred? Non, je ne vais pas prendre plus de temps. Je pense que c'est clair qu'il y a beaucoup de défis pour les lanceurs d'alerte en Côte d'Ivoire et pas seulement en Côte d'Ivoire, malheureusement, pour le reste du continent également. Et je pense que ce que je comprends bien, c'est qu'au-delà de
au-delà de leur situation sécuritaire et des contextes particuliers de pays, il est important de créer un espace où ils peuvent mieux mutualiser leurs efforts, mieux le protéger, mieux pousser peut-être pour des régulations qui les mettent à l'abri et leur offrir un espace où ils peuvent finalement lancer l'alerte sans forcément mettre entièrement leur vie en danger. Et je pense que le travail de PLAF sur ces points peut être important. Donc, je nous encourage, comme le mouvement des Afriki et d'autres organisations de la société civile et PLAF, à voir dans quelle mesure on peut créer cet espace panafricain pour plus de lanceurs d'alerte et plus de lanceurs d'alerte en sécurité, certainement. Donc, merci beaucoup pour cette discussion, Fadel, et pour l'invitation. Merci beaucoup, Fred. Je pense qu'on a fini l'heure qui nous était impartie. Je vais juste essayer de répondre contribuer ou commenter quelques contributions parce qu'il s'agit plus de contributions que de questions, comme l'a dit tout à l'heure M. Simia. C'est vrai que le concept est méconnu, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un vrai arsenal répressif sur les lanceurs d'alerte, mais nous avons d'abord pris bonne note au niveau de PLAF, de toutes les suggestions en termes de networking comme Ben l'a suggéré, mais aussi les idées dégagées par-ci, par-là, par tous les intervenants. Nous avons bien pris note, il faut que les gens restent en réseau. D'ailleurs, PLAF est en train de voir comment organiser une université d'hivernage du lancement d'alerte pour justement convier tous les acteurs autour de la chaîne de l'alerte, que ce soit avocats, que ce soit législateurs, que ce soit activistes, que ce soit lanceurs d'alerte, que ce soit aussi défenseurs et protecteurs des droits humains, pour essayer vraiment de voir comment on peut constituer une communauté capable de faire bouclier. Parce que c'est ce qu'Alsemi a dit tout à l'heure et qui m'a interpellé, c'est notre responsabilité individuelle. Quand Mme Balé passe de la prison en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une honte simplement pour la communauté des défenseurs ivoiriennes, c'est pour toute l'Afrique. C'est pour nous tous, qu'est-ce que nous avons fait pour en arriver à cette situation? Quelle est notre responsabilité individuelle dans chaque chose qui arrive dans nos pays? Qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'on n'a pas fait? Quel mécanisme devions-nous faire bouger et qu'on n'a pas fait bouger? Où est-ce qu'on s'est tué alors qu'on ne devrait pas se taire? Où est-ce qu'on a liké ou aimé quelque chose qu'on ne devrait pas aimer juste parce qu'on a voulu faire caresser les choses dans le sens du poil? Les gouvernants sont tous pareils, quelqu'un l'a dit ici, mais les défenseurs aussi doivent être tous pareils. On ne doit pas se regarder d'une certaine manière. On ne doit pas, à chaque fois qu'on touche, j'ai l'habitude de dire qu'on doit être comme un corps. Quand on touche une partie du corps, quand on touche un membre, c'est tout le corps qui doit réagir. En tout cas, ce PLAF a bien entendu toutes les recommandations qui sont issues de cette discussion, très très riche, je dois l'avouer, et on pourrait encore, je pense, continuer à parler jusqu'à midi, mais il faut que aussi à un moment que qu'on continue à faire le travail autrement que de nous réunir et de parler. En tout cas, j'étais très 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 satisfait et à travers mon nom, je veux remercier, à travers ma parole, je veux dire, et je veux que PLAF veut remercier tout le monde qui a contribué à la réussite de cet événement, que ce soit Afriki, que ce soit Novox, que ce soit la CICDH, que ce soit Amnesty, que ce soit l'ONDH, etc. Toutes les organisations et aussi tous les participants qui ont accepté de venir échanger avec nous. Et on espère qu'on gardera ce noyau-là pour en faire un véritable outil pour faire évoluer la question du lancement d'alerte en Côte d'Ivoire et en Afrique de manière générale. Merci à tous et j'espère à très bientôt. Ok, merci à toi Fadel et à tout le monde. À bientôt. Bye, bye, bye. Ok, bye.